améliorée avec la Sobep au temps de la vague de vie. En fait, c'est quoi la Sobep? Un petit peu, hein. Oui, parce que nous, c'est des noms tout de suite, hein, la Sobep. La SOBEP, c'est donc la société qui s'occupe des ovnis, quoi. Okay. C'est la section belge par excellence, c'est elle qui s'est occupée effectivement lors de la vague 89, 90, 91, 92 maximum, donc de cette vague qui a eu lieu au-dessus de notre territoire. Est-ce qu'elle existe encore? Elle n'existe plus, elle a été remplacée par la COBEPS. Oui, et c'est la même chose, là. Oui, c'est la même chose, mais ce sont déjà d'autres personnes qui se sont rajoutées parce qu'entre-temps, il y a eu malheureusement des décès. Oui. Et bon, il n'avait plus rien à mettre sous. On va dire sous la dent, mais sous non, mais au final, ce sont des recherches depuis 98 et même avant. La SODEP, ça a commencé en 71. Comme vous voulez. Mais je suis obligée de le lire parce qu'il y a tellement de choses et j'ai peur d'oublier des éléments que j'ai tout écrit, j'ai tout mis par écrit. En fait, tout ce que je vous raconte, c'est du vécu, ce sont mes propres expériences avec le phénomène depuis toujours, quoi. Et donc, pour commencer, pour me situer, je suis bruxelloise. Mes parents sont flamands et mon papa était imprimeur typographe et ma maman faisait des ménages. Alors, nous vivions dans un appartement que nous louions au-dessus du cinéma Odéon, qui se trouvait jadis sur la chaussée d'Anvers et qui n'existe plus parce que ça a été remplacé par d'autres maisons, entre autres le foyer Lakenau qui a racheté beaucoup de maisons, donc après les anciennes, ils ont rebâti. Et c'est aussi dans cet appartement qui était situé au deuxième étage que j'ai eu ma première expérience de voyance et que plus tard, sur la chaussée d'Anvers, j'ai été témoin d'un phénomène surprenant que je vais vous raconter par la suite. Maintenant, vous imaginez, vous êtes au cinéma, hein, vous regardez l'écran et vous êtes vraiment attiré par le film et essayez de vous mettre donc dans ma situation, comment moi j'ai vécu la scène, quoi. Donc, je me suis mariée une première fois et comme la plupart d'entre nous, je suppose, on divorce, ça arrive. Et j'ai eu un fils qui s'appelle Yvan, ici présent. Bon, après mon premier mariage, j'ai rencontré mon mari, Freddy, que vous voyez, c'est à côté de moi. Et donc qui m'assiste depuis toujours dans le domaine de la recherche concernant tout ce qui est étrange. Et là, je vais en mettre un peu plein la vue. Hein. Ma profession était secrétaire de direction et par la suite collaboratrice jusqu'au début 1997. Bon. Alors, par conséquent, ne vous attendez pas aujourd'hui à une révélation extraordinaire au scoop du siècle, expliquant ce que sont ces objets volants qui, de temps à autre, font une apparition dans notre environnement, car malgré bon nombre de méprises, et il y en a eu, hein, parmi tous les témoignages depuis 1947 à nos jours, des milliers, voire des millions de personnes ont effectivement vu, parfois à de très courtes distances, la manifestation bien réelle de ces engins inconnus. Et c'est donc mon vécu que je vais maintenant vous raconter. Écoutez. Attends, je vais le mettre en parce que sinon on va se mêler les pinceaux. Assieds-toi, tu seras bon. Non, ça va. Je préfère être debout. Voilà. Donc ça commence à la chaussée d'Anvers.
Je vois donc... Ça, c'est ça. Ça va. Je vois donc une énorme boule incandescente traverser la chaussée d'Anvers à Bruxelles. En 1952, fin septembre ou début octobre, donc j'hésite sur la date exacte, mais enfin c'est en 52. J'avais 11 ans et demi. Je me promenais sur la chaussée en direction du boulevard Baudouin, dans l'espoir de recevoir un ou deux escargots de la charrette de Julie, la voisine, qui habitait l'appartement à l'étage en dessous de chez nous et dont la charrette était stationnée au coin de la porte d'Anvers. Il était entre 19h et 19h30 le soir. Il faisait déjà nuit. Le début de la chaussée était un endroit très animé, avec ses nombreux commerces, et était fort éclairé. Le ciel était serein et il faisait un peu frisquet, ce qui était normal pour la saison. Chemin faisant, soudain, je tournai la tête brusquement, sans aucune raison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait tourner ma tête? C'est pas moi. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien senti. Pourquoi est-ce que ma tête a tourné? C'est la chose qui était derrière moi qui me l'a fait tourner. Et donc, je tombais nez à nez avec un phénomène extraordinaire, hallucinant. Alors, voilà, une immense boule de feu traversa le ciel à une vitesse vertigineuse. Je fis un quart de tour sur le côté et vis alors cette boule qui était de couleur jaune-orangé, avec à l'arrière comme la propulsion par un réacteur qui rejetterait des flammes et qui était suivi par une très large queue lumineuse. Elle était tellement large, je prenais vraiment tout le contour de la boule. Et elle était ainsi, quoi, la boule. Vraiment, comment est-ce que je pourrais faire Donc, moi, je voyais la boule ainsi. Hein. C'était énorme. Hein. C'est pas n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Donc, elle était énorme, cette boule. Je n'ai jamais vu, vraiment. Ça m'est resté gravé dans ma tête jusqu'à ma mort. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, le ciel était serein et il faisait un peu frisquet, j'ai dit ça. Donc, une immense boule de feu traversa le ciel à une vitesse vertigineuse. Je fis un quart de tour sur le côté et vis alors cette boule qui était d'une couleur jaune-orangée. Il n'y avait pas de saleté dans cette boule, tout était lumineux, il n'y avait pas de déchets de fer qu'on rencontre en général avec des bolides. Donc elle était très, très claire, très, très belle. Alors il y avait aussi, je voyais aussi des myriades de petites étoiles qui étaient dans et en dehors de la traînée sur fond de ciel bleu nuit. Je vous montre. Vous voyez, comme un feu d'artifice, en quelque sorte. Ces myriades d'étoiles étaient comme un feu de Bengale sur un gâteau d'anniversaire. Cette traînée lumineuse se prolongeait aussi loin que ma vue le permettait et qui progressivement se sublimait. À ce stade de mon observation, je ne pus plus suivre la boule, tant sa vitesse était incroyable. J'espérais seulement qu'elle ne tombe pas, car elle provoquerait un cataclysme effroyable, effaçant la ville de la carte. Ça, j'étais en train de penser, j'étais enfant. Hein. Alors, ça m'avait fortement impressionné. Ce que je peux dire, c'est que cette boule a traversé la chaussée en plein milieu. Elle provenait en droite ligne, apparemment, du square Jules de Tros, et très vraisemblablement de plus loin encore, pour continuer sa trajectoire parfaitement horizontale. Elle ne tombait pas, donc, hein. Elle était vraiment horizontale.
en direction de la rue, prenant la rue de Laken. Lorsque je fis mon observation, je vis une dame marchant sur le même trottoir que moi, mais venant de direction opposée à la mienne, c'est-à-dire qu'elle était face au phénomène, mais elle ne vit pourtant que la queue lumineuse, qui lentement disparaissait à la vue. Étonnée, elle me demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Un homme d'une 50aine d'années, j'estime, qui se trouvait de l'autre côté de la chaussée à ma hauteur, se rapprocha pour écouter les commentaires de la dame. Une autre personne se joignit à nous et également stupéfaite de la vue de ce beau spectacle céleste. Des personnes présentes sur la chaussée n'ont vu la boule, n'ont pas vu la boule, mais uniquement la traînée. Donc j'étais la seule à l'avoir vue. Jusqu'à ce que, bon, je n'ai pas d'autre connaissance que quelqu'un d'autre sur la chaussée l'aurait vue. Mais apparemment, donc, cependant, en s'adressant à l'homme qui n'avait encore rien dit, une dame lui posa la question de savoir s'il avait vu quelque chose et pouvait l'expliquer. Il est resté muet, comme une carpe. Il semblait bouleversé. Il n'a jamais dit un mot. Il est parti. Ensuite, je suis retournée en courant, montant les escaliers 4 à 4, en criant « Papa, papa, j'ai vu une étoile filante !» Une étoile filante, vous rigolez? Ce n'était évidemment pas une étoile filante, mais j'avais en tête, moi, en tant que gosse, l'image classique qu'on donnait à une étoile filante qui est munie d'une longue queue. Hein? N'ayant jamais vu d'étoile filante. Je n'ai pas mangé d'escargot ce soir-là. Plusieurs années plus tard, j'ai pensé que peut-être j'avais vu un bolide, un météore traversant notre atmosphère, mais en y réfléchissant bien, ce ne pouvait pas être le cas pour plusieurs raisons. 1. La trajectoire de la boule était parfaitement horizontale. Et elle a continué comme ça jusqu'à plus de 60 km à vol d'oiseau. Alors, la trajectoire, donc, alors qu'un météore, lui, il a une trajectoire de chute, en général. Tombe. Alors, 2. Le phénomène présentait à l'arrière une propulsion de flammes serrées, comme mue par un réacteur, c'est-à-dire un engin matériel, et non un gros caillou provenant du ciel. N'oublions pas que nous sommes en 1952, et que ce n'était pas un prototype fabriqué sur Terre. Ce n'était pas non plus une comète, vu l'altitude assez basse. À ma connaissance, il n'y eut pas d'article de presse parlant de ce phénomène exceptionnel, ni par la radio, parce qu'à l'époque, on n'avait pas la télé. Alors, dans les années 90, lors d'une enquête ufologique en compagnie de notre regretté Roger Lortilloire, c'est lui qui a commencé à fonder la SOBEPS avec Lucien Clergeau, qui est entre-temps décédé, et Monsieur Domaine, qui a écrit sur les ovnis. Nous avons rencontré un couple d'instituteurs dont le mari avait vu également, alors qu'il était adolescent, un phénomène similaire à ma description depuis la fenêtre de sa maison à Chièvres. Vous voyez les distances entre la chaussée d'Anvers et Chièvres. Lorsqu'il était allongé avec la jambe plâtrée. S'agit-il de la même observation que la mienne? En 97 ou 98, j'hésite entre les deux dates, je remémorais à mon père mon observation lorsque j'étais une adolescente âgée de 11 ans et demi. Celui-ci me répondit « Oui, je m'en souviens, mais tu m'as dit que c'était une étoile filante, c'est pas une soucoupe volante. »
Je lui ai alors expliqué en détail mon observation. Entre-temps, il y a eu une observation en URSS. C'était URSS, c'était pas Moscou. C'est pas la Russie. Donc, survenue 30 ans plus tard, en février 82, et qui semble correspondre à presque correspondre aux caractéristiques de ce que moi j'avais vu. Donc, à une exception près, donc, dans mon observation, la boule ne tournait pas sur elle-même. Petite pause. Voilà. Merci. Alors, donc ici, j'explique comment cette boule est arrivée donc, en Russie. Pas la même boule, évidemment. Ah, si toi, tu seras mieux. Mais ça va. Non, non, ça va. Non, je préfère. Donc, on se trouve ici En février 1982, soit 30 ans après mon observation. Une boule lumineuse vue du train voyageant de Tomsk à Novosibirsk. C'est un article qui est paru dans une revue ufologique française éditée par Nostra à Paris. En URSS, un ovni heurte un train avec force et continue sa route. Alors, le gouvernement et surtout les autorités militaires ont tout fait pour cacher la vérité, déclare le docteur Lomov, à la fois éminent parapsychologue soviétique et spécialiste d'OVNI. Mais c'est impossible. Des engins non identifiés et sans doute en provenance d'autres planètes sont intervenus sur le territoire, parfois avec agressivité et surtout en Russie. Ils ont attaqué des avions, des trains. On parle aussi d'abduction de particuliers, là j'en doute. En mai et en juin 1982, une véritable panique s'est emparée de certaines régions tant les manifestations devenaient fréquentes et dangereuses. En février 82, le train reliant Tomsk à Novosibirsk roule normalement vers sa destination. Soudain, une énorme boule de feu se déplaçant 2 fois plus rapidement que le train se précipita sur lui. C'est la collision. Le nombre de blessés et de morts, dit-on, n'a cependant jamais été publié par les statistiques officielles. Mais la rencontre de l'OVNI fou et du train a fait très sûrement un grand nombre de victimes. Alors, celui qui raconte, c'est le chef de train qui, heureusement, a survécu à la catastrophe. Et il raconte donc aux fameux ufologues Ziegel et Lomov, et qui sont très connus dans leur pays. Donc il raconte, le phénomène mystérieux est arrivé juste en face de nous. Il était beaucoup plus rapide que le train. Il ressemblait... Voilà. Il ressemblait à une énorme boule de feu et traînait derrière lui une immense queue lumineuse, comme une comète. L'objet tournait sur lui-même. Là, vous voyez. Il avait au moins 2 fois la taille de la locomotive. Énorme. Il a heurté le train avec force. Nous avons déraillé. L'OVNI, quant à lui, ne semblait avoir subi aucun dommage. Il a obliqué et continué sa route de manière erratique. D'après Lomov, un autre train aurait été ainsi télescopé par un ovni brillant et comme fou. Mais le savant n'a pu, en dépit de tous ses efforts, obtenir des renseignements de la part des autorités sur ces accidents. En revanche, il a pu recueillir des foules de témoignages auprès d'automobilistes et conducteurs de camions sur le passage de cet engin aussi mystérieux que meurtrier. Des conducteurs de tracteurs travaillant dans la région ont avoué l'avoir eux aussi rencontré. Croyant a priori à une manifestation atmosphérique insolite, ils ont simplement stoppé leur machine
et attendu que la boule de feu fasse son chemin avec l'espoir qu'elle ne les heurterait pas. Voilà, ça c'est l'histoire de la boule. C'est comme... D'accord. Merci. Alors, bon, ici, le deuxième cas, en fait, hein, ça c'est lors de la naissance de mon fils. Il ne sait pas, il ne connaît pas l'histoire. En fait, mon fils est né le 11 juillet 1968. Donc, à l'époque, j'habitais la chaussée de Grimbergen à Strombeek-Bever. Mon fils, qui est né donc le 11 juillet, 3 semaines plus tard, on fêtait son baptême. Ça devait être le samedi 3 août ou une semaine après, ça n'a pas d'importance. Donc, à cette occasion, la famille de mon mari fut invitée à la célébration. Pour l'occasion, la famille venant de province avait loué un car. L'autocariste, ne trouvant pas de place libre pour se parquer près de notre domicile, donc il trouva un emplacement dans une rue proche. Et par hasard, juste en face de ce qui serait 13 ans plus tard mon nouveau domicile. Pourquoi je dis ça? Parce que là aussi j'ai vu quelque chose à partir de cet appartement-là. Et d'où je serai donc témoin de l'apparition d'OVNI. Bizarre. Hein? Paul Galland, qui est le parrain de mon mari, qui était, parce qu'il est décédé maintenant, étant propriétaire à l'époque d'un appartement étrimo à Bruxelles, près de la basilique ici, arriva avec son épouse en voiture, lui. Donc lorsqu'il arriva chez nous, il m'interpella ainsi que les autres invités, tout excités, en pointant le doigt au ciel, en disant « Massusque peut témoigner ». Massusque, c'était sa femme, c'était Suzanne. Je ne compris pas le restant des mots, car nous devions tous quitter l'appartement pour nous rendre à l'église pour la cérémonie. Église qui était située à environ à peine 150 mètres de notre domicile. Ce n'est que bien plus tard, dans les années 70, que j'eus l'explication du parrain Paul. Après lui avoir raconté mes observations de Bretagne, et depuis derrière mon domicile à Strombeek-Bever, et qu'il avait d'ailleurs remémoré vers la fin de sa vie à sa dernière compagne, son épouse Suzanne étant décédée des suites d'un cancer depuis quelques années. Parrain Paul avait aussi été témoin à 2 reprises d'une soucoupe volante en Afrique, Congo belge. Tu le savais, Freddy? Bon. Tu le savais? L'histoire de Parrain Paul? Tu connaissais l'histoire? Oui? Ah bon. Alors, la première fois, il raconte donc, hein, dans la savane, il est accompagné de quelques personnes et ils virent au loin une soucoupe volante qui atterrissait dans les hautes herbes. L'objet sortit 3 pieds pour se poser. Classique, ça. Ils virent alors, de loin, 3 petits êtres qui sortirent de l'appareil en le contournant et semblant chercher quelque chose. Ils se pliaient par terre. Et bon. Ils remontèrent ensuite dans l'OVNI et s'envolèrent, tout simplement. Alors, la seconde fois, ce même couple vit depuis leur terrasse de leur maison qui longeait le fleuve Congo, une soucoupe volante qui stationna devant eux à la cime des arbres et qui ensuite disparut. La 3e observation de Parrain Paul eut lieu pratiquement en face de chez nous, à Strombeek, à mi-distance entre l'église et notre domicile, par où nous devions donc aller faire
faire baptiser mon fils. Le parrain de mon mari vint se parquer en face de chez nous, sur la chaussée, et en sortant de son véhicule, il vit un ovni stationnaire juste à la perpendiculaire de sa voiture. Tel fut son témoignage. Donc juste en face de chez nous, moi je n'ai rien vu. Mais en sortant, il était peut-être disparu entre-temps, non, c'est rien. Alors ici, il s'agit d'une observation qui a été faite donc fin juillet, oui, fin du mois de juillet, en 1973, en Bretagne, dans un camping près de Saint-Brieuc. Donc nous étions en Bretagne, et ça se passait donc vers 22 heures, lorsque quelques groupes de personnes devisaient sur la pelouse du camping. J'ai formé quelques groupes comme ça, et c'est parti. Mon attention fut attirée par ce que j'ai d'abord pris pour un avion de petite envergure qui se dirigeait vers nous. J'avais donc le regard vraiment braqué et j'avais quelque chose qui me semblait bizarre. Il s'arrêta soudain à une distance estimée à 5 mètres des groupes de campeurs et à une altitude estimée entre peut-être 100 mètres, peut-être moins. Ça, on ne peut pas le dire. Ce qui avait attiré mon attention, c'était l'absence de bruit total de l'engin. Mais surtout à une hauteur pareille, quoi. On aurait dû entendre un bruit. Mais surtout, ce qui m'intriguait le plus, c'était son arrêt total dans le ciel noir. Jamais je n'ai vu un avion accomplir ce tour de force. Ce qui était anormal aussi, c'est que l'appareil était muni de 3 lumières blanches à l'avant, contrairement aux lumières conventionnelles d'un avion qui sont normalement vert, jaune, rouge aux extrémités. Et mon ami Rudy peut en témoigner, qui est aussi, entre autres, qui a comme hobby aussi l'aviation. Je continuai un bon moment à l'observer pour m'assurer qu'il était bien arrêté, lorsqu'une jeune femme d'un groupe près de nous s'exclama soudain, en dirigeant le bras levé et montrant du doigt, elle dit textuellement « Regardez, cet avion ne bouge pas ». Cette phrase-là, je l'ai retenue. Alors, les campeurs levèrent la tête en direction de l'appareil désigné, et comme si le pilote de l'OVNI se sentit démasqué, l'engin se remit en mouvement, dans un silence presque complet. Quand je dis presque complet, c'est que lorsqu'il arriva à la hauteur de mon oreille droite, je perçus un bruit très léger, une sorte de vomissement presque imperceptible. Ce n'était pas un bruit d'avion. Les personnes présentes ainsi que mon mari n'avaient entendu aucun bruit. Et ils disaient, mais cet avion ne fait pas de bruit. Moi je l'ai entendu, mais très doucement. La nuit était noire et personne ne pouvait distinguer sa forme, hélas. En parlant de l'observation avec d'autres campeurs, un pêcheur du coin se manifesta en nous racontant que lorsqu'il partait en mer avec son bateau de pêche, à 4 heures du matin, il avait déjà été témoin, ainsi que d'autres pêcheurs, d'un ovni qui plongea dans la mer en formant des remous et de l'écume à la surface de l'océan, pour ensuite en ressortir en s'élançant tout droit dans le ciel bleu et disparaître ainsi de sa vue, ou de leur vue, comme on veut. J'avais déjà noté auparavant des témoignages similaires au récit du pêcheur. C'est mon assistant, hein. Il doit travailler. Et parfois, il s'endort. Je suis payé pour ça. Bien faire son travail. Hein. Tout ça. Voilà.
Super, madame. Très bien. Merci. Merci, papa. Bon. Donc, oui, donc ici, Un petit verre d'eau. rebelote. Un petit verre d'eau. Oui, je pense. C'est de l'eau. Santé. Hein. C'est de l'eau, on t'en donnera pas. Alors, ici, rebelote. Hein. C'est pas fini. Non. Donc, nous étions... Micro. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, entre-temps, nous étions revenus de vacances en Bretagne, depuis 2 mois déjà, lorsque nous étions de nouveau confrontés avec une observation d'OVNI. On va dire, il y en a beaucoup. Hein. Le samedi 6 octobre 1973, nous avions fait des emplettes à Bruxelles et en profitions pour aller prendre une consommation au café chez Trudy, situé sur la place à côté de l'église Strombeek. Ah oui, là j'ai une vision chez Trudy, des années plus tard, où je voyais une tache sur leur mur et je me suis dit, ça c'est un incendie. Et le lendemain, l'incendie est arrivé. C'est une vision que j'avais eu la veille. Hein. Enfin, ça, ce sera pour la prochaine fois, je raconterai cette histoire lors d'une autre conférence à ce sujet, au sujet du paranormal, entre autres, et des rêves prémonitoires. Alors, des connaissances attablées au milieu de l'établissement nous invitèrent à se joindre à eux. C'étaient 2 jeunes couples mariés dont les époux étaient des passionnés d'aviation. Le plus âgé se nomme Peter, de nationalité allemande, et travaillait comme employé chez Ziegler. Le second se nomme Jackie, qui est belge. Peter s'adonnait à sa passion de vol à voile. Quant à Jackie, il faisait des acrobaties aériennes. Les 4 personnes qui venaient d'arriver nous racontèrent leur histoire peu banale qu'ils venaient de vivre le jour même. En fait, ils venaient de revenir de l'ECA. Les 2 hommes avaient exercé leur hobby du côté de l'ECA, où se trouve un aérodrome pour l'aviation civile. Après avoir volé, les 4 décidèrent d'aller pique-niquer dans un lieu calme de la campagne environnante. Ayant choisi l'emplacement idéal, ils déballèrent leurs victuailles, j'y arrive, de leur coffre de voiture lorsque soudain, ils virent, débouchant de l'horizon, une armada d'ovnis arriver vers eux. Le ciel était teinté d'une couleur orange. Pris de panique, les témoins, essayant d'échapper à ces mystérieux engins, se sauvèrent en tous sens. Ils étaient affolés. Les femmes nous racontèrent que chacun d'eux était poursuivi individuellement par ces menaçants ovnis qui lançaient vers eux des faisceaux oranges. Ils réussirent, tant bien que mal, à rejoindre leur voiture. Ils remballèrent dardard leurs victuailles et quittèrent précipitamment l'endroit pour se rendre au commissariat de police le plus proche pour déclarer ce qu'ils avaient vécu. Lorsqu'ils arrivèrent donc au commissariat, ils entendirent les téléphones sonner de partout. De nombreux habitants de la région affolés déclarèrent être intrigués de voir le ciel teinté d'une couleur fort orange, une couleur inhabituelle, et souhaitaient avoir une réponse à leur observation. Notre quatuor revint à Strombeek, qui est distant d'une bonne centaine de kilomètres de l'écart. Et c'est dans ce café, chez Trudy, que nous les avons trouvés. C'est alors que nous leur avons parlé de notre observation de 2 mois auparavant, lorsque nous étions en vacances en Bretagne, donc tout récemment. Et dire qu'ils avaient l'intention de contacter la SOBEPS et nous suggérèrent d'en faire autant. C'est ainsi que nous avons passé la soirée ensemble en parlant des observations d'OVNI faites par des témoins et un peu partout dans le monde.
Vers 22h50, nous quittions les 4 amis qui prolongeaient par la suite leur soirée en boîte. Ils étaient jeunes, hein, nous, on allait dormir. Mais avant d'aller dormir, nous reprenions notre voiture pour rentrer chez nous, à très courte distance du café. Tandis que mon mari roulait, je regardais le ciel dans l'espoir de voir quelque chose. Ah oui. Au moment où nous contournions le coin de l'immeuble où nous habitions, mon mari rangea la voiture le long du trottoir de la Prinsenstraat, qui est actuellement la Ovenierstraat, située derrière l'immeuble où nous avions notre appartement à l'époque. Avant de tourner le coin, et c'est là aussi que le parrain s'est manifesté pour dire qu'il avait vu un ovni en face de chez nous. C'était la même adresse. Avant de tourner le coin, je venais de repérer, depuis la voiture, un petit avion de tourisme de type Cessna qui venait très vraisemblablement de l'aérodrome de Grimbergen et vit aussi quasiment accolé à l'arrière de l'avion un objet sombre, mais sans aile, celui-là. C'est pas un avion. Il volait à environ 1 kilomètre de distance de l'endroit où je me trouvais. À l'époque, la partie de cette rue n'était pas construite et donc on avait une vue de très loin. Donc en descendant de la voiture, je continuais mon observation, je suivais la progression du petit avion, toujours suivi par ce que j'appellerais un ovni. L'avion continua sa progression en droite ligne vers Metz, lorsque soudain, je vis le mystérieux engin apparaître de façon, mais vraiment soudaine, au-dessus des jardins d'une rue avoisinante, à quelques mètres de distance de l'endroit où nous nous trouvions. Comment est arrivé comme ça en si peu de temps? Incroyable. Et venant s'arrêter net, sans bruit, à 6 mètres, c'est la largeur de la rue, et à une altitude estimée à environ 60 mètres, ça on ne sait pas dire exactement. Tu attends une minute que je montre un petit peu le... Oui, d'accord. Alors ça c'est à partir du moment où l'OVNI poursuit l'avion. Premier quart. Et ça c'est la seconde phase de l'observation. L'OVNI qui vient se pointer. Et ça, c'est comme tu expliques, la phase où il est stationnaire. Oui, je l'ai encore parlé. Totalement stationnaire. À cette époque, la vue était dégagée et nous pouvions voir loin. Mon mari ébahi, stupéfait, me dit, si je raconte ça aux collègues de la SAPCA, qui travaillaient à la SAPCA, hein, la version militaire, hein, ils ne me croiront jamais. Moi, qui ne croyais pas aux ovnis, maintenant je suis obligée d'y croire, car je suis moi-même témoin. Ce qui nous avait fortement étonnés, c'était l'arrêt de l'OVNI suspendu dans l'air, et silencieux. C'était vraiment un événement atypique, défiant les lois physiques connues. Tais-toi, cher. Alors, l'OVNI se présenta à nos yeux comme une structure matérielle assez plate, allongée de couleur sombre, avec une envergure d'un petit Cessna, mais sans aile ni empennage. À l'avant, au centre, il portait une grande lumière blanche, arrondie, et de part et d'autre aux extrémités, il y avait des petites lumières rouges, similaires au feu arrière d'une voiture, au catadioptre. Pour la petite histoire, lorsque j'en parlais 50 ans plus tard à un ami, pilote de Cessna, Rudy, il m'assura
qu'aucun avion ne possède deux feux rouges aux extrémités des ailes. Tu te souviens? Ce sont toujours des couleurs vertes et rouges, ce que nous savions également. Hein. Ce n'était donc pas un avion, mais bien un engin non conventionnel. Après la remarque de mon mari, je lui fis observer que l'OVNI devait nécessairement passer au-dessus de nous, et là, nous verrions enfin sa forme. Ah. Et comme si l'OVNI avait capté nos pensées, enfin, du moins celui qui conduisait, hein, ce dernier exécuta notre désir en se remettant en mouvement pour passer effectivement au-dessus de nous et nous montrer sa forme qui était d'un bel ovale. Et là, mon mari vous montre peut-être la forme. Sous la soucoupe volante, nous vîmes la masse sombre avec sur le pourtour, il portait des lumières rouges disposées à égale distance et s'allumant alternativement dans le sens anti-horlogique à un rythme régulier. À l'avant de l'engin, on distinguait une plus grosse lumière blanche qui est restée fixe et arrondie. Lorsque la soucoupe passa au-dessus de notre tête, je dirigeai mon oreille gauche, cette fois-ci, vers elle pour écouter. J'entendis effectivement un très léger vrombissement, à peine audible, puisque mon mari n'avait rien perçu, lui. Moi, je n'ai pas entendu de bruit, mais bon, j'avais des bonnes oreilles. Alors, la soucoupe volante, continuant sa progression, prit très vite de l'altitude à hauteur de l'angle de ma rue, passant au-dessus de la chaussée et disparaissant au loin comme un petit point rouge intense. Alors, un fait étonnant, c'est que lors de notre observation, un groupe de personnes, une famille avec adolescents, garçons et filles, passèrent sur le trottoir de la chaussée, tandis que nous étions en train de suivre l'OVNI de regard en plein milieu de la chaussée, désertée du trafic des voitures à cette heure-là. Nous essayons d'attirer leur attention en pointant notre doigt vers le ciel et en les interpellant, mais ils étaient tellement occupés à converser entre eux qu'ils ne prêtèrent aucune attention à notre présence. Comme si nous étions invisibles. On était devenus invisibles. Incroyable. Enfin. Nous montions ensuite vers notre appartement. Mon mari alla se poster devant la porte-fenêtre de notre lieu de séjour, le regard dirigé vers l'endroit où avait disparu l'OVNI. Lorsque soudain, je m'aperçus que j'avais perdu mon beau foulard avec l'effigie du lion de la marque Peugeot que j'avais reçu en cadeau lors de l'achat de notre voiture, une Peugeot 204 achetée récemment. Je savais que je l'avais bien ajustée sur la tête lorsque nous avions repris la voiture après la rencontre avec nos amis et que je sais que je l'avais toujours sur la tête dans la voiture. Je descendis aussitôt l'escalier pour retrouver mon foulard. Peine perdue, malgré le fait de l'avoir cherché minutieusement partout, dans la voiture, à côté, en dessous, sur la rue, sur la chaussée, mon foulard était définitivement perdu. Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est pas bizarre. Alors, maintenant, je parle des caractéristiques des ovnis. Hein. Ce qui les distingue des avions, ce sont l'absence d'ailes ou de rotors pour assurer la portance aérodynamique, absence d'hélice ou tuyère d'éjection pour la propulsion, des lumières inhabituelles, une quasi-absence de bruit, parfois un bruit à peine perceptible pour de bonnes oreilles, la position stationnaire de l'OVNI, complètement donc à l'arrêt,
en l'air. De nombreux témoignages relatent souvent des effets produits sur des véhicules motorisés tels que arrêt du moteur, extinction des phares, coupure complète du système électrique, perturbation de la réception radio, extinction totale des communications radio dans les voitures de police ou des avions. Tout se remet en fonction lorsque l'OVNI s'éloigne. 7. Un atterrissage peut laisser des empreintes sur le sol. Il y a aussi des cas où la végétation est couchée, suivant un mouvement hélicoïdal, et où l'on trouve des anneaux déshydratés. Parfois, un dépôt de poudre jaune ocre est observé ressemblant à du soufre. Il est parti? J'attends la suite. Et il faut rester en place, à mon avis. Je vais te commander un petit café. Ah, mais ça, j'ai envie. Ah, voilà. Mais seulement, il y a personne. Il est incroyable. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est très attentionné. Brave. C'est un brave. Peut-être. Monsieur, je ne peux pas vous demander 2 cafés, s'il vous plaît. C'est pas ça, ne prends pas une mesure. Ah oui, d'accord. Une observation conique. C'était celui-là. Oui, c'est ça. Un peu fort. C'est ça, hein? C'est celle-là, c'est celle-là. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Attends, je vais d'abord... Oui, là, c'est encore un truc. S'il vous plaît. Je vais le faire comme ça parce que ça, c'est trop long. Oui, monsieur voudrait intervenir. Il y a un monsieur qui voudrait poser une Ce n'est question. pas une question, mais parmi les caractéristiques de ces ovnis-là, quand vous disiez tout à l'heure sur les quais stationnaires, donc ceux qui défient aussi la loi du pesanteur, ça défie la loi du pesanteur tout en étant stationnaire, donc ce n'est pas tombé. Parmi les caractéristiques que vous avez évoquées, Oui. je pense qu'il y a quand même un élément qui Nous peut sommes- évoquer, c'est le fait que ces ovnis en étant stationnaires. Si je peux vous répondre à cette question, c'est que le phénomène OVNI est évidemment un phénomène très, très spécial et très, très étrange. Vous m'avez parlé de la suspension ou l'arrêt total et dans le plus grand silence d'une masse, si vous voulez. Mais c'est une technologie que nous ne connaissons pas. Une technologie que l'humain ne connaît pas encore ou ignore tout à fait. Ils sont toujours un peu plus forts que nos avions. Ah, voilà, une explication. Voilà. Donc elle n'est pas de moi, elle est du physicien quantique Philippe Guillemot, qui dit qu'il y a peut-être une autre explication, entre autres à l'impression que nos moteurs s'arrêtent ou que effectivement l'OVNI suspend son vol. En fait, c'est que les contacts qu'on aurait avec les OVNIs sont en fait un moment où notre espace-temps se dilate complètement et que votre moteur qui fait X tours par minute, si une seconde devient, pour notre conscience, devient une demi-heure, en fait, donc, vous n'entendez plus votre moteur parce qu'il n'a fait qu'un millième de tour. Donc ça, c'est une explication. Et donc, on passerait dans leur espace-temps à eux, et donc, l'impression qu'ils sont suspendus, non, c'est parce que il se passe, à notre conscience, on a l'impression des milliers de secondes, mais en fait, il se passe que quelques millièmes de secondes. Et donc ça, c'est une des explications du physicien quantique, chercheur au CNRS. Donc c'est quand même une petite tête qui suppose ça, mais c'est une explication intéressante. Merci. En tout cas, toutes les explications sont toujours les bienvenues parce que nous ignorons absolument ce que c'est. Encore une question? Faisant référence un peu à ce que vient de dire notre ami, moi j'ai envie de dire que par rapport à tout ça, et vu la fréquence de tout ce que tu as vu et de tout ce qui s'est passé, moi j'ai envie de te dire que tu as été enlevé et que c'est récurrent chez toi. Et te connaissant bien, j'ai envie de te confirmer la chose. Il y a des choses chez toi dans ton ADN qui sont très particulières et très recherchées. Tu as aussi une façon très Il y a quelqu'un particulière qui de m'a donner dit et ça. de transmettre l'énergie. Et moi, je Quelque l'ai chose jamais qui est vu. aussi très recherché par les aliens. Et moi, je crois que tout ça t'est arrivé
quelquefois, assez souvent. Et donc c'est pour ça que quand tu les vois, quand tu as des disparitions d'objets ou des choses comme ça te semble suspendu dans le temps. Si tu fais un peu attention à tout ce que les gens qui ont vécu ce que tu as vécu racontent, tous vont te raconter la même chose. En fait, le temps s'arrête parce que le temps est très relatif, il y a beaucoup de dimensions, enfin je ne sais pas comment ça expliquer, c'est très complexe et très simple à la fois. Mais donc, pour toi, le temps s'est arrêté, tu as vu, tu as vu l'instant, mais après tu as été dans une autre dimension et tu es revenu avec certaines choses qui avaient bougé, changé, mais c'est tellement rapide, c'est tellement subtil que la plupart des humains n'ont pas conscience de ce qu'ils viennent de vivre. Et tu as une particularité aussi, tu le vis en journée, la conscience. En général, ça se passe souvent la nuit. C'est souvent la nuit que les enlèvements ont lieu. Mais j'ai eu des voyances diurnes aussi. Oui. Et tu as tout ce qui attire dans ton ADN. Parce que les aliens adorent faire des mélanges de races pour avoir ce que nous on a, la faculté de voyager dans l'espace, dans le temps, dans d'autres dimensions, enfin tout nos corps, eux non pas, ils vont jusqu'au 11e dimension, nous on va au-delà. Donc ils font en général des mélanges de races, et donc ils ont pris ton ADN. De ça je suis certaine. Et tout ce que tu racontes me le confirme. Je savais déjà beaucoup de toi, mais là je suis certaine. Bon, eh bien là je vais Bien, vous je te remercie Annick. Merci, En tout cas, Annick. je profite de l'occasion pour présenter Annick, qui est écrivaine, c'est Annick Coupé, qui a déjà écrit un bouquin assez passionnant, La gardienne de la 9e porte, si mes souvenirs sont bons. C'est bien ça, Annick? Voilà. Et C'est c'est un très, livre, très chouette, un chouette bouquin à lire. C'est un livre initiatique. C'est un livre initiatique. Mais j'aimerais ajouter seulement, j'ai écouté la conférence, les vrombissements que tu entends. Oui. Tu dis qu'il ne les entend pas. En fait, j'ai déjà ressenti ça quand j'étais sur une dimension parallèle. Tu entends, c'est pas qu'il n'entend pas, mais tu étais à ce moment-là sur un autre plan. Voilà. C'est, comme je dis, malheureusement, tant qu'on n'ouvre pas sa conscience, on est sourd et aveugle. C'est très important. Ouvrir Voilà. sa conscience. Comment ouvrir sa conscience ou l'éveil, c'est simple, c'est déjà en nous. Hein. Oui, oui. Il faut, on l'a depuis la naissance. Absolument. Voilà, je te laisse terminer parce que. Oui, c'est parce que très là intéressant. c'est très important ce que je vais raconter. Alors, il y a encore Maurice qui a une petite question à poser, je pense. Comme tout est dans ça, qui vient de donner une explication sur la condition de Monique, je voudrais répondre que j'ai l'impression que je me reconnais pour représenter un certain type. Et je pense que vous êtes vous-même extraterrestre et que vous reconnaissez Monique comme vous. Voilà, c'est ce que j'ai Oui. Bon, je vais continuer ici parce que c'est encore un élément qui est très intéressant. En fait, c'est une observation qui a été faite depuis... attendez. J'étais donc en visite chez mes parents avec mon fils, qui avait 5 ans. Et c'était une maison bel étage qu'ils occupaient, dans la Varenne de l'Âne, à Koningslo, à Villevorde donc, dans un quartier résidentiel, calme, où les maisons avaient devant leur façade une petite pelouse. Tu te rappelles encore de cette maison? Elle était tout petit à l'époque. Hein. 8 ans. Il avait 5 ans à l'époque. Oui. Ça, c'est la prunelle de mes yeux. Mon fils, hein, mon fils. Alors, ce jour-là, mes parents étaient absents. Mon père devant participer à la finale du championnat de billard qui avait lieu à Strombeek et qu'il gagna. Il est devenu champion.
Je venais de conduire mon fils au lit, il était 20h30, et je descendis dans la salle de séjour, allumer la télévision. Je m'étais blottie dans le fauteuil, lorsque soudain, j'entendis comme un souffle, passer au-dessus du toit de la maison. Une pensée folle me traversa l'esprit, sans conviction cependant. Et si c'était un ovni? Je ne fis aucun mouvement durant quelques instants. N'y résistant plus, je me levai et alla ouvrir les tentures de la fenêtre pour regarder au dehors. Quelle ne fut pas ma surprise, ma stupéfaction, de me trouver face à face avec une sorte de globe. C'était plus une soucoupe volante, hein, non, c'était un globe. Très lumineux, brillant, qui se tenait immobile, suspendu en l'air, à environ une vingtaine de mètres du sol, entre deux pâtés de maisons, bel étage, espacés de 7 mètres l'une de l'autre et à une distance objet témoin d'environ une trentaine de mètres. La nuit venait de tomber, le vent s'était levé et soufflait en rafale. Une fine pluie chassante se mit à tomber. Tandis que j'observais le phénomène, toutes sortes de questions me traversèrent l'esprit. Ma première analyse de l'objet est qu'il était matériel. C'était nullement une boule de plasma. Il flottait dans l'air. Il n'y avait aucun support, il était stationnaire, étincelant. Assurément, j'étais face à un phénomène atypique. Ayant déjà été à plusieurs reprises un témoin privilégié en 1973, pour ne citer que cette année-là, jamais encore auparavant je n'avais entendu parler d'un ovni pouvant avoir la forme d'un globe. Pourtant, par la suite, des années passées, on parle aussi parfois de globe, hein, mais à l'époque, non. Et cela m'intrigua d'autant plus. Je restais perplexe quant à la nature de cette chose bizarre. Je restais à mon poste d'observation avec la ferme intention de sortir de la maison afin de voir ce globe de plus près, dès que la pluie aurait cessé. Mais les bourrasques de vent continuèrent et la pluie ne cessa de tomber durant tout le temps qu'a duré mon observation. Elle a duré 2h30. Je me posais continuellement la question, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Serait-ce un ovni d'un type différent? La suite de l'histoire est peut-être une ébauche de réponse, que j'étais bien en présence d'un ovni. Ou bien, est-ce quelque chose de très particulier en rapport avec mon histoire, avec moi et ma famille? Environ 2 ou 2h15 plus tard, n'ayant pas bougé de mon poste d'observation et ne voyant aucun changement se manifester dans la structure de l'objet, je décidai de détourner mon regard de ce dernier dans l'espoir que lorsque je le regarderais à nouveau, il se manifesterait autrement. Je souhaitais que quelque chose se produise. Le dos tourné au phénomène, je fis donc 3 pas en direction du fauteuil tout proche et revins aussitôt vers la fenêtre. Quelle ne fut pas ma stupéfaction de constater qu'entre le moment où j'avais le regard détourné et le moment où je le reportais à nouveau vers le globe, quelque chose d'incroyable se produisit. Une modification s'était produite dans sa structure. Une suite de petits cercles, bien délimités, plus lumineux encore que l'objet lui-même, était soudain apparu. Je précise que je n'ai pas vu la métamorphose se concrétiser. Ce n'est qu'au moment où je me suis retrouvée face à cet objet que je vis alors les cercles en question. Ces petits cercles lumineux étaient d'égale grandeur, sauf un seul, qui avait un diamètre plus grand. Ces cercles ronds de lumière semblaient faire corps avec la sphère et effectuer un mouvement rotatoire dans le sens de nouveau anti-horlogique, donc de gauche à droite,
Malgré la très forte luminosité du globe, j'ai cependant pu constater que les cercles tournaient bien autour de ce dernier, grâce au passage régulier du cercle plus grand. Soudain, là je vous laisse voir donc, le tableau. Le dessin qu'a effectué mon mari. Ah oui, ça c'est plus important. Soudain, je vis arriver la voiture de mes parents tournant l'angle de... Ah oui, vous n'entendez pas comme ça. Hein? Je m'empressais alors de fermer la télévision. Non. Soudain, je vis arriver la voiture de mes parents tournant l'angle de la rue. Il était 23 heures. Donc il s'est passé 2h30 d'observation. Je n'avais pas vu le temps passer. J'aurais bien aimé poursuivre mon observation si mes parents n'étaient pas rentrés à cette heure-là. Je m'empressais alors de fermer la télévision que j'avais totalement ignorée jusqu'ici, tellement j'étais captivée par ce phénomène insolite. Je gagnai ma chambre en montant les escaliers 4 à 4 pour m'enfuir sous les couvertures. Ma chambre était située à l'arrière côté jardin, à l'opposé de l'avenue où s'était manifesté le curieux phénomène. J'aurais bien voulu me lever pour voir si l'OVNI ne s'était pas déplacé pour revenir se positionner devant la fenêtre de ma chambre, mais la venue du sommeil étant irrésistible, je tombais subitement endormie. D'aucuns pourraient s'étonner de mon attitude à première vue irrationnelle de ne pas avoir attiré l'attention de mes parents sur le phénomène. Pour comprendre ma réaction de fuite, il faut revenir 2 ans et demi en arrière. Pour rappel, en 73 à 2 reprises et en l'espace de 2 mois et demi, j'ai été confrontée à un OVNI, rencontre rapprochée du premier type. Selon la classification du Dr Hynek, lorsque j'en avais parlé à mon père, il se moqua et s'en est resté là. Alors, 4, oui, 5. Quelquefois, dans les annales de l'ufologie, il a été fait mention d'une relation possible entre les boules lumineuses et des êtres proches décédés qui reviennent, mais aussi une relation éventuelle avec certaines apparitions dites mariales, voire Fatima. Pour résumer, l'objet lumineux était immobile dans l'air et totalement silencieux. L'objet lumineux n'était soutenu par aucun support. Vu la hauteur d'où je me trouvais, un réverbère situé à cet endroit aurait été immanquablement en deçà de la hauteur de l'objet lumineux. Et puis il n'y avait pas de réverbère. L'apparition soudaine d'une suite de cercles d'une luminosité plus froide, effectuant un mouvement giratoire autour ou sur la surface du globe, avec le passage à rythme régulier d'un cercle plus grand, ajoute encore à l'insolite de mon observation. Après avoir observé le phénomène durant 2h30, au même endroit, et vu que le lendemain il ne s'y trouvait plus, je présume qu'après que j'eusse quitté mon poste d'observation, l'objet lumineux s'en est allé tout simplement. Inutile de dire ma frustration d'avoir été interrompue dans mon observation.
Alors, oui. Il y a quelque chose qui était en trop. Tu as tout montré. Ça, tu as vu ça? Oui, mais regarde. Mais comment ça se fait que ça a commencé? Quelque chose C'est ça, là. complément, les annexes. Oui, Non, vous ça, avez c'est vu rien, les c'est annexes, rien, mais je ça, ne sais pas. C'est tout. Oui, vas-y, mets-le là. Ah oui. Mais tu avais déjà commencé avec un truc alors qu'il fallait les séparer. Voilà. Alors, une autre, ah oui. Maintenant, pour relier mon observation avec une autre faite par une dame qui s'appelle Michel Marlet. Mais avant de parler de Michel Marlet, il y avait un deuxième témoin qui sortait son chien et aurait observé le même soir en 76, comme moi, un ovni près du cimetière de Beauval. C'était la distance entre Beauval et Coningslo était environ 680 à 700 mètres à vol d'oiseau, donc tout près. Des années plus tard, une idée me vint en tête. Et s'il y avait un lien avec ma grand-mère qui était enterrée en 1966 dans ce même cimetière. Pourquoi cette idée? Parce que maman m'avait dit qu'elle avait reçu une lettre officielle l'informant que les restes funèbres de ma grand-mère allaient être déterrés car le bail de 10 ans était venu à terme. Ma question est, se pourrait-il que ma grand-mère soit apparue sous la forme d'une boule lumineuse? Quelle idée insensée! En fait, c'est suite à la lecture d'un livre sur les ovnis des années plus tard que cette idée m'avait traversé l'esprit. Dans le livre, on racontait qu'une jeune fille, se promenant un soir sur une route de campagne avec ses parents, ils aperçurent qu'ils étaient suivis par une boule lumineuse qui les dépassa pour finalement s'arrêter à la porte de leur ferme, comme si elle connaissait la maison, la boule. La grand-mère de la jeune fille était décédée 1 mois auparavant, à peine, et la jeune fille se demandait si c'était la manifestation de l'âme de sa grand-mère. Beaucoup de questions, pas de réponse. Cependant, pour faire la relation avec mon observation, il y a donc Michel Marlet, ça c'était donc le 3e témoin, qui habitait à l'époque Coningslo, non loin de la Tour d'Eau, pas loin de l'habitation de mes parents. Et la première fois que j'ai rencontré Michel Marlet, c'était, je pense, en 1988, à l'occasion d'une conférence sur les ovnis donnée par Michel Bougard, président de la SOBEPS, à l'Athénée Don Bosco, à Woluwe-Saint-Lambert. Après l'exposé de M. Bougard, j'étais intervenue pour lui apporter mon témoignage quand soudain, une voix féminine s'écria qu'elle avait également vu le même type de phénomène vers la même époque que moi, mais n'était pas certaine de la date de son observation. Maurice voudrait poser une question. Monique, Oui. je voudrais te dire que ces lumières et ces boules sont une étude de l'islam. Il faudrait... Attends. On va te donner le micro parce que... Une étude à l'université de Oslo et de Bergen en Norvège a prouvé que ces lumières savent lire vos pensées. Ils ont fait ce test en prononçant une pensée et juste avant que le professeur allait pousser sur le bouton, la lumière s'éteignait. Donc ces choses savent lire vos pensées. Voilà. Oui, c'est possible. Excusez-moi. Alors, oui.
Attends, Michel Bigler, tu as lu ça? j'ai lu ça, oui. Michel Elle Marlin. ajouta que c'était son ex-mari qui, depuis son appartement situé au boulevard Lambermont, avait le premier vu une boule lumineuse à Novy, au loin, et qui se dirigeait en direction de l'habitation de son ex-épouse et lui demanda de sortir pour l'observer, ce que fit derechef Michel. Elle raconte qu'elle quitta son appartement situé au rond-point entre la Winkelveldstraat, la Steenstraat, la chaussée romaine et la Veldstraat, sur le territoire de Konixlo, non loin du château d'eau. Elle descendit la prolongation de la chaussée romaine à la recherche d'un point de vue d'où elle pouvait scruter le ciel, mais les toits des maisons occultaient sa vue. Enfin, elle emprunte une autre rue qui mène vers un restaurant de campagne d'où il y avait possibilité d'avoir enfin une vue plus large sur un ciel dégagé. Elle fut bien inspirée, car de là, elle vit à quelques centaines de mètres de distance arriver une boule lumineuse serpentant à travers prés et broussailles et évoluant à 1 mètre à peine du sol. L'observation faite par Michel rejoint la mienne, par la proximité de l'endroit, par l'aspect de l'OVNI, une boule lumineuse. Hélas, il manque la date exacte de l'observation dans les deux cas. Exact, je dis bien. Alors, ça c'est la plus intéressant. Vous allez rigoler. Donc, les faits se situent vers la fin octobre 1979. C'était un samedi. Mon mari et moi avions décidé, avant de quitter mon appartement, que nous louions au 3e étage de l'immeuble, de rafraîchir les portes-fenêtres du living avec un produit spécial pour teinture et entretien des boiseries, c'est-à-dire du linitop, afin que le propriétaire n'ait rien à nous reprocher, car le zig était un fameux emmerdeur. Et j'insiste là-dessus. Ce travail fut rapidement exécuté. Nous avions laissé les grandes portes-fenêtres ouvertes pour faciliter le séchage des boiseries. Au moment où nous voulions refermer une des portes-fenêtres du côté droit, celle-ci résista. Elle ne bougea pas d'un pouce. Vous avez déjà vu ça? Au contraire, et ça, c'est du jamais vu, la grande vitre d'une épaisseur de 3 mm se mit à bomber de manière convexe par la pression manuelle qu'exerçait mon mari sur l'ensemble du châssis de la porte-fenêtre. Nous étions vraiment perplexes au vu du comportement irrationnel de la vitre. Normalement, elle aurait dû casser. Pour bien comprendre la situation, c'est une grande porte-fenêtre avec une vitre épaisse de 3 mm, comme Monique vient de le dire. Et cette porte-fenêtre était ouverte à quelques centimètres avant de pouvoir la fermer, mais on ne réussissait pas à la fermer. Alors moi, je prends le châssis de fenêtre entre les mains et je pousse un petit peu pour pouvoir fermer cette fenêtre. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit un profil? Eh bien, la vitre a carrément fait ça. Comme ça. Donc, de façon convexe vers l'intérieur de l'appartement. Elle aurait dû casser. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si quelqu'un peut donner une explication jusqu'à présent, physique, mais personne n'a su donner une explication. Je n'ai pas d'explication. J'ai posé maintes fois le problème, personne, des scientifiques ne comprenaient pas. Ils m'ont dit que j'ai eu une hallucination, c'est tout. Ouais. Oui, moi aussi. Nous sommes deux. Alors. Mais non, en relâchant la pression, la vitre revint à sa position normale. Ouais. Bizarre, hein? Après,
ce phénomène non conventionnel, encore une fois, et avoir consciencieusement vérifié si rien ne venait empêcher la fermeture, mon mari essaya encore à plusieurs reprises de faire bouger la porte-fenêtre pour la fermer. Il y a une intervention pour le Maurice. Oui. Le Maurice. Je ne connais pas non plus la technologie des ovnis. Ce que je peux dire, c'est que dans la présence d'un ovni monique, toute matière peut changer de forme et de conditions. De cette façon-là, j'ai pu constater qu'à un certain moment, dans ma jeunesse, j'ai vu tout le monde autour de moi transparent. Les murs étaient transparents, tout était transparent. Et c'était dû à la présence d'un ovni. Voilà. Maintenant, comment font-ils? Comment ça se fait? Ça, je ne sais pas. Mais ça se fait réellement. Voilà. Bizarre. Merci Maurice. Merci. Oui, il y a des choses bizarres qui se produisent. On va fermer. Ensuite, il essaya autre chose. Comment va-t-il fermer cette satanée porte? Il souleva la porte par le bas, en la tirant vers le haut. Alors seulement elle bougea petit à petit, mais se bloqua à nouveau à mi-chemin, laissant une ouverture d'une douzaine de centimètres de la fermeture définitive. Ça ne règle pas encore notre problème. À l'extérieur, le temps devenait menaçant, le vent se leva et se mit à pleuvoir. Pour empêcher la pluie d'entrer dans la pièce et en même temps protéger le parquet, nous avions installé un grand plastique de protection que nous avions fort heureusement en réserve dans notre placard. Ce plastique, une fois installé, faisait office de gouttière et empêcha efficacement ainsi l'eau de pluie de s'étendre sur le parquet. Nous avions également placé 2 lourdes chaises contre la porte-fenêtre pour maintenir le plastique de protection en place et empêcher qu'il ne s'envole. Ensuite, nous prévenions le propriétaire du problème, mais ce dernier refusa de se déplacer. Nous étions d'ailleurs en mauvais terme avec lui. Ne sachant que faire, nous nous sommes alors adressés au bureau de police de Strombeek, qui envoya 2 agents pour constater de visu. Ces derniers nous informèrent que le problème n'était pas de leur ressort et ils quittèrent l'appartement. Ils disaient aussi appeler les pompiers, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire mieux que nous? Je ne sais pas. Donc, nous étions donc seuls face au problème et face aux éléments déchaînés. Entre-temps, il était environ 10 heures. La pluie continuait à chasser, nourrie de rafales de vent, venant d'ouest et arrosant copieusement la façade de notre immeuble. Vers 17h25, la pluie se calma enfin. Mon mari tenta à nouveau de faire bouger cette maudite porte-fenêtre en la soulevant encore par le bas, vers le haut. Celle-ci bougea enfin et mon mari réussit finalement à la fermer. Ouf! La porte. La porte, hein. Mais j'ai presque fini. Il est comme ça, il faut le pardonner. Mais, mon fils et mon mari, c'est les deux mêmes. Toujours en train de se moquer de leur maman. Enfin, nous pouvions un peu respirer et prendre notre repas. Le mauvais temps s'était un peu calmé, mais. Après notre repas, nous nous installions devant la télévision, lorsque soudain, à 11h25 du soir, donc, la porte-fenêtre du côté gauche, l'autre côté, s'ouvrit
avec une force inouïe, à la suite d'un coup de vent violent, arrachant et cassant d'un coup une pièce métallique qui était placée au sommet de la porte et qui était destinée à recevoir la tige de fermeture. Sans attendre, mon mari alla chercher dans son outillage une longue vis capable de refixer la pièce arrachée par le vent. Monté sur une échelle, il commença à poser la pièce, tandis que moi, je tenais fermement la porte-fenêtre qui était sans cesse poussée par le vent tempétueux. Pendant que mon mari s'affairait à la réparation, j'entendis comme un souffle passant au-dessus du toit plat, qui me fit penser à un engin passant par-dessus le toit et me rappela le souffle que j'avais entendu lors de ma confrontation avec l'OVNI vu à Koningslo depuis le domicile de mes parents, 2 ans et demi plus tôt. Bizarre, hein? Sur ces entrefaites, j'entrouvris à peine la porte-fenêtre centrale, qui a une vitre, donc c'est une porte simple, avec une vitre dedans forcément, et lever la tête au ciel. Aussitôt, les éclairages de la voie publique s'éteignirent, soudainement. Le vent poussait les nuages, qui s'amoncelaient progressivement, juste le temps de voir, par l'entrebâillement de la fenêtre, au loin, à très haute altitude, sur une partie du ciel dégagé, une structure bien découpée sur fond noir du ciel. Cette structure, allongée en position horizontale, pouvait être comparée par sa forme à un tube au néon, mais qui comporterait donc des fenêtres rectangulaires, illuminées de l'intérieur, de couleur jaune. Soudain, l'OVNI lança des faisceaux multicolores, changeant, en s'allumant et s'éteignant de manière aléatoire. Ces faisceaux sortaient des fenêtres. Les couleurs étaient vertes, bleues, rouges, jaunes, etc. Bref, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était un beau spectacle. Vu la distance et l'altitude, ce devait sûrement être un ovni de grande envergure, ce qu'on pourrait appeler un vaisseau mère. Ensuite, les nuages s'amoncelaient et, poussés par le vent, cachèrent d'un court moment la structure. Une éclaircie réapparut à l'endroit du ciel où se trouvait l'OVNI, mais ce dernier avait disparu. Les nuages continuaient à s'amonceler de plus en plus, couvrant définitivement tout le ciel. Il n'était pas loin de minuit, lorsque l'éclairage public s'alluma à nouveau. Après, en réalité, après la fuite de l'OVNI. La porte-fenêtre était réparée provisoirement et enfin nous pouvions aller dormir. Tout le monde tient le coup? Tout le monde tient le coup, vous ne vous endormez pas? Encore une? Ah, une qui est pas mal. En fait, suite à cette histoire, en relation avec cette histoire, en fait, nous étions un jour invités à la RTBF dans leur studio de Liège à l'occasion d'un débat télévisé sur les ovnis pour l'émission Les Grands Témoins du 4 mars 2002, présentée par Didier Bourdon et où étaient présents quelques membres de la SOBEPS, entre autres, et quelques scientifiques, mais également un invité d'honneur bien connu, Jean-Claude Bourret, écrivain et journaliste français, auteur de plusieurs ouvrages sur le phénomène OVNI, bien connu surtout en France. Alors, une fois le débat terminé, nous fûmes particulièrement bien reçus avec des amuse-bouches, un repas chaud et des boissons, c'était très bon. Ce fut vraiment une ambiance très sympathique. Nous eûmes bien entendu le temps de nous entretenir avec Jean-Claude Bourret, très à l'écoute. Je lui racontai intégralement tous les phénomènes étranges qui s'étaient produits ce jour-là dans notre appartement du 3e étage. Le phénomène de la vitre bombée,
l'ouverture brutale d'une autre porte-fenêtre par un coup de vent violent, l'extinction des lumières sur la voie publique, suivie de l'observation d'un ovni aperçu au loin et finalement l'éclairage public qui se remit en fonction. C'est surtout l'histoire de la vitre bombée de la porte-fenêtre qui fit sursauter et intéresser au plus haut point Jean-Claude Bourret. Il fut donc incroyablement passionné par mon récit, stupéfait, il fit un bond d'1 mètre, je le vois encore, et me demanda de lui répéter cette histoire. Il dit, redites ça encore. Il n'en croyait pas ses oreilles. Parce que je lui avais dit, oui, mais je vais vous raconter toujours des observations en France, et vous parlez de la France et tout ça, mais il ne croyait pas qu'en Belgique, il ne se passe rien, et c'est parfois même encore plus excitant. Et puis voilà, je lui ai raconté ça, et il n'en revenait pas. Il a fait un bond incroyable. Alors, ah oui. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, nous avons également ici encore observé une boule dans le ciel de Strombeek dans les années 90. Il faisait beau temps, ce jour-là, il y avait du soleil et le ciel était d'un bleu limpide. Nous nous promenions non loin de notre domicile lorsque nous apercevions, soudain très haut dans le ciel d'azur, une boule blanche d'aspect métallique, évoluant à vitesse constante et ayant une trajectoire rectiligne. Un avion de ligne arriva ensuite en suivant la même direction que la boule. L'avion, qui volait un peu plus rapidement que la boule, la dépassa et continua sa route. J'ignore à quelle altitude se trouvait la boule, mais en tout cas c'était haut. Quant à l'avion qui volait assez haut lui aussi, il devait être à environ 10 000 mètres peut-être d'altitude, possible, 10 000 à 12 000 mètres. La boule était-elle plus haute ou plus basse que l'avion? Impossible de le dire, car les distances ne peuvent pas être évaluées dans de telles conditions d'observation. Ici se termine mon témoignage. Alors il y en a une autre, hein, mais je vais la passer parce que ça devient un peu trop. Oui. Maintenant, si vous avez le temps, j'aimerais bien vous lire une lettre que nous avions faite à l'attention de Jean-Paul Poncelet, à l'époque ministre de la Défense nationale. J'ai été la porter directement parce qu'à la poste, on n'est jamais sûr si ça va, si elle arrivait bien. Donc, c'est un article qui est d'ailleurs paru dans le journal Le Soir du 16 mai 1997. Voilà. Monsieur le ministre, quel ne fut pas notre étonnement de lire dans un article de presse du quotidien Le Soir vos déclarations faites au Parlement et qui portaient sur la détection d'objets volants non identifiés au-dessus du territoire belge entre novembre 1989 et mars 1991. Nous sommes tout bonnement outrés de la manière désinvolte et irresponsable avec laquelle vous traitez le dossier OVNI dans son ensemble. Désinvolte, disons-nous, par le peu de cas que vous faites des personnes qui, depuis de longues années, se consacrent corps et âme, sans compter à compulser, classer et étudier le phénomène des objets volants non identifiés. On les appelle communément les ufologues, lesquels, faisant fi de toutes les moqueries, de toute pression et intimidation à leur encontre, continuent néanmoins à inlassablement leurs recherches. Irresponsable, car vos dénégations dénotent que vous n'avez pas, ou trop, consulté de très nombreux dossiers à ce sujet. L'armée, à l'époque des événements, a participé pleinement pour tenter de faire toute la lumière. Nous ne
ne critiquerons donc pas l'armée, car dans ce cas, les militaires n'ont fait que leur devoir. Pour cela, nous rendons un hommage particulier aux autorités de l'époque et principalement à la force aérienne, qui a joué un rôle prépondérant dans la recherche ufologique. Toutefois, ce que nous ne pouvons accepter, c'est que vous minimisiez l'importance de ces intrusions dans notre espace aérien, en tentant de noyer le poisson, en expliquant en bon, entre guillemets, ingénieur civil, que ce que les returns des radars du CRC de Glon, du TCC-RP de Zemmerzake, de Eurocontrol et du RAPCON de Bouvechat ont en fait détecté sont tout simplement des inversions de température. Comment pouvez-vous expliquer dans ce cas qu'une inversion de température peut être vue depuis le sol par plusieurs brigades de gendarmerie et par plusieurs témoins oculaires civils? Comment des pilotes de F-16 peuvent-ils à plusieurs reprises faire un lock-on sur un objectif non matériel tel que l'effet physique que vous défendez? Avez-vous souvent, M. Poncelet, avez-vous souvent vu une inversion de température filer subitement de 280 km à 1800 km/h? Cette accélération fantastique correspond à 40 causes. Si c'était le cas, le pilote de l'hypothétique low flight serait mort depuis longtemps. Car dois-je vous l'apprendre, nul humain ne pourrait supporter une telle accélération. La limite humainement supportable est de 8 gauss pour un pilote d'avion de chasse, bien entraîné et en bonne condition physique. Ignoriez-vous que G correspond à 9,81 mètres secondes? Par vos assertions, prétendriez-vous que toutes ces personnes confondues, pilotes, ingénieurs, radaristes, gendarmes, etc., seraient d'une incompétence telle qu'elles ne peuvent reconnaître un objet volant matériel d'un simple effet physique d'inversion de température? Nous estimons que vos affirmations ne sont nullement crédibles et qu'elles constituent une atteinte à la haute qualification du personnel militaire et civil. Ne perdons pas de vue les déclarations du colonel de Brouwer lors de sa conférence de presse qui n'a pas été avare en détail, à savoir que ce qui a été détecté par les radars au sol et par les radars des pilotes de F-16 était totalement indépendant des vents et des courants aériens. Il est exclu que ce soit un météore ou un fragment de fusée pénétrant en zigzag dans l'atmosphère terrestre. En outre, les conditions météo excluent tout phénomène électromagnétique. En ce qui concerne l'avion F-117A, il faut savoir que cet appareil n'est pas conçu pour une pénétration à basse altitude. Sa vitesse minimale est de 278 km/h, alors que l'OVNI évoluait à 40 km/h. De plus, un téléx de l'US Air Force atteste que jamais un avion F-117A n'a stationné en Belgique ni survolé son territoire à cette époque. Et pour conclure, il dit aussi qu'il n'existe actuellement aucune machine de fabrication humaine, avion ou missile, qui soit capable de telles performances. Gardons en mémoire ce que le capitaine Yves Meilbergs, l'un des 2 pilotes de F-16 à l'époque, a retenu comme impression. 2 points. Lors de l'intervention, je n'ai jamais rien vu de mes yeux, ni rien ressenti, mais je garde néanmoins une grande perplexité devant une telle expérience qui fut pour moi tout simplement unique. N'oublions pas non plus les travaux réalisés par le professeur Auguste Messen sur les écho-radars de la fameuse nuit du 30 au 31 mars 1990. Pouvons-nous vous suggérer de vous donner la peine de consulter les archives
dans lesquels vous trouverez un fax dont a parlé le colonel de Brouwer. Ce fax, qui provient du porte-parole de l'ambassade des États-Unis, stipule qu'aucun avion secret et qu'aucun vol d'essai n'avait eu lieu à cette époque dans l'espace aérien belge. Je continue. De plus, Monsieur Guy Combes, ministre de la Défense à l'époque, avait envoyé en janvier 1990 au secrétariat de la SOBEPS une lettre qui mentionnait que ce qui avait survolé le territoire belge était d'une technologie inconnue sur Terre. Ne trouvez-vous pas, Monsieur le ministre, que cela fait quand même un bon nombre d'illuminés, et pas des moindres? Si, malgré tout, vous maintenez votre position de dénigrement, cela fera très mauvais genre à l'étranger, et plus particulièrement vis-à-vis des autorités militaires britanniques, qui ont récemment demandé à leurs homologues belges que ces derniers divulguent enfin ce qu'ils savent au sujet des ovnis qui survolent impunément le territoire belge. En tant que chercheurs en ufologie et en qualité de citoyens, nous réitérons, Monsieur le ministre, notre totale désapprobation. Nous vous demandons de ne plus hypnotiser l'opinion publique par des déclarations qui n'ont pour but que de détourner la vérité, déclarations maintes fois réchauffées, mais probablement avez-vous reçu des instructions particulières de plus haut pour tenir un tel discours. Les ovnis sont une réalité. La désinformation, hélas, en est une aussi. Peut-être jouez-vous le jeu de l'OTAN ou autre puissance étrangère qui vous impose ce que vous devez dire. Le nouveau-né parmi les hypothèses farfelues, le low flight, n'est pas du tout un argument sérieux. Déjà lors de la vague d'OVNI, M. André Demoulin, attaché de recherche au CRIP, c'est-à-dire le groupe de recherche et d'information sur la paix, mettait en exergue le F-117A. Il y eut ensuite l'argument que ce qui avait été observé était un ULM. L'on avait aussi soutenu que c'était des rayons laser. En effet, des rayons laser émis par une discothèque d'aux environs de 10 avaient été confondus avec des ovnis. Par après, l'on affirma que c'était l'avion radar AWACS. Puis encore, les ballons sondes météorologiques. Pour passer à la foudre en boule des phénomènes astronomiques traditionnels, la construction d'une superstructure gonflable, sans oublier le TR-3A, Black Manta, l'avion Aurora, ou encore une aurore boréale, citée par un des pontes de l'astronomie. Essayez, Monsieur le ministre, de faire voler un tel avion à 40 km/h pour voir ce que cela donnera comme résultat. Un enfant s'intéressant en tant soit peu à l'aéronautique vous expliquerait que cela est impossible. Votre discours ne tient pas l'air, il est simplement risible. L'ennui, c'est que la grande masse de la population a gobé vos paroles. Par ailleurs, il est étrange qu'après sa conférence de presse, le colonel Brouwer fut très vite nommé général-major. Ce genre de scénario s'est déjà rencontré aux USA par le passé, dans un contexte similaire. À Glon, nous avons parlé à des personnes fort intéressantes qui nous ont apporté de précieuses informations concernant les ovnis. Il est dépassé, Monsieur le ministre, le temps des petits hommes verts, comme on a l'habitude de répéter d'une façon stupide. Il faut passer maintenant à la vitesse supérieure et dire les choses telles qu'elles sont. Et nous l'espérons avec une collaboration plus étendue dans diverses disciplines, en collaboration avec des scientifiques à l'esprit ouvert. Alors, 50 ans de silence. Cette lettre a été écrite le 2 juin 1997. Cette lettre a été écrite en 1997. Donc, 50 ans de silence et de désinformation, disait la lettre, devant l'évidence ufologique, c'est trop. C'est maintenant plus que 50.
Pour clore cette lettre, nous vous joignons. Alors, il y a un article, ça c'est moins important. Voilà. Ça, c'est la lettre que nous avons remis. Voilà. Est-ce qu'après une telle lettre, tu n'as pas eu un redressement fiscal? Ben, je ne sais pas. Il s'est passé des choses après, oui. J'ai été... Ah oui, c'est vrai. J'ai été suivie. Oui. Par des humains. J'ai été suivie. J'ai même vu, et il s'est présenté à un moment donné, Charles Michel, dans notre contrée, presque en face de ma maison. Enfin, c'est une autre histoire, je la raconterai plus tard, dans une autre conférence. Mais il s'est passé des tas de choses. Le téléphone aussi, j'étais sur écoute. Merci. C'est très gentil à vous d'avoir eu la patience de m'écouter, parce que c'est vrai que c'est très long, mais il fallait que je détaille pour que vous puissiez vivre un petit peu les événements, qu'on puisse retenir quelque chose de toutes ces histoires. Et récemment, tu n'as plus de vision J'ai encore toujours des visions. Ah oui, c'est pas ça. d'OVNI, pas d'OVNI. Pas d'OVNI, de beaucoup de choses. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Il y a le paranormal aussi. Paranormal. En fait, tout est lié dès qu'on ouvre Énormément. son espace. Je peux vous en citer Est-ce qu'il y a des questions? On est limité par le temps. Est-ce qu'il y a des questions-réponses des questions plutôt, auxquelles Monique elle peut répondre. Vous avez des questions Il y a 1000 questions qui vont rester. On ne sait pas les faire. Des dossiers. Questions Pas de questions? Plus de questions? Pourquoi ces dossiers sont toujours si top secrets, si cachés Pourquoi tous ces événements sont tellement cachés et Sûrement. tenus top secrets? Ah oui, mais ça a toujours existé. Ce sont les Américains qui ont commencé avec ça. Puis il y a eu la guerre froide aussi, parce que d'abord l'URSS croyait que c'était des espions qui venaient de l'autre bloc, là, des Américains. Les Américains croyaient que c'était le contraire, quoi, que ça venait du bloc soviétique, et vice-versa. Mais par la suite, ils ont quand même compris, au bout du compte, qu'ils avaient quand même affaire à tout à fait autre chose. Et d'ailleurs... Mais ils ne veulent pas, pour de diverses raisons, ne dire au grand public qu'il y a rien. On peut comprendre. Ça pourrait affoler les gens. Oui, parce que, oui, voilà. Pour de diverses raisons, ils tiennent cela un petit peu caché. Quoi. Ou bien peut-être qu'on ne veut pas qu'on sache. On ne veut pas. C'est sûr, ça. Ah, mais de toute façon, on ne veut pas. Parce que ça atteindrait... c'est une certaine intelligence qui soit au-dessus de... Il y a eu des contacts. Oui, oui. Il y aurait eu des contacts. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Il y aurait même eu des contacts avec Eisenhower. Mais nous, on n'a pas la réponse. Tout simplement, bon, on a appris à partir de nos lectures, souvent on revient là-dessus, que le président des États-Unis, Dwight Eisenhower, aurait eu un contact avec des extraterrestres. Une telle intelligence qui Intelligent. Ils viennent nous aider aussi, cette façon-là, la technologie est tirée extraterrestre. Enfin, tous les dons, c'est de l'aide pour moi. Mais il y a des gouvernements qui sont au courant, eux les utilisent. Mais nous, autant qu'on ne sache pas, c'est bien aussi. Je ne sais pas si on peut comprendre ça. La vérité, c'est ça en fait. C'est simplement... Je pense, leur intérêt, c'est qu'on ne sache pas. Mais il y en a, Et là, oui, il y en a qui tirent des choses. Dans l'un comme dans l'autre cas, je crois qu'ils sont un petit peu... Tu peux répéter la question parce qu'on n'a pas entendu. Oui, que Marianne dit que
il y a des autorités qui ne veulent pas qu'on sache, qu'on connaisse la vérité. Tu veux Non, parler? non, je te laisse continuer. Mais encore une fois, je reviens là-dessus, que ce soit du côté extraterrestre ou du côté des humains, ni l'un ni l'autre ne fait peut-être divulguer trop vite, faire connaître la vérité nue, parce que ça comporterait beaucoup de problèmes, évidemment, on peut imaginer. Hein. Personne... Oui, mais il y a des gouvernements qui savent, je pense. Prenez le micro, s'il vous plaît, on n'entend rien. Je pense que je pense que la vérité, je pense qu'il y a des hauts dirigeants qui utilisent, ils savent, pas par l'intermédiaire de médiums ou autres, mais nous, on ne devrait pas le savoir tant qu'on ne sait pas. C'est bien aussi, et c'est ça qu'on cherche, qu'on essaye de comprendre. Mais alors, essayons de comprendre nous-mêmes, parce que si on attend que ça vienne de notre gouvernement, je pense qu'on pourrait attendre longtemps. Hein. Oui. Voilà, tant qu'on reste ignorant, comment? Alors qu'on peut tout interpréter. Ah oui, oui, quelque part. Oui. On peut tout interpréter. Tout est lié à interprétation. Interprétation, ok. Mais Nous faire il y a des organismes, comme aujourd'hui on reçoit des conférenciers qui viennent déposer vraiment leur histoire du vécu. Et comment? Qu'est-ce qu'on en fait à part Eh bien, faites-en. Déjà, oui, si vous attendez qu'on en fasse un cadeau, un livre, mais déjà, faites-vous. Non, mais ça fait des années. Il y a une certaine ouverture d'esprit qui commence à s'ouvrir. Et c'est peut-être là-dessus, c'est là qu'il faut trouver l'explication. Pourquoi une question. ils ne peuvent pas tout divulguer d'un seul coup comme ça, mais ils essayent peut-être de nous faire réfléchir, d'ouvrir pour qu'on ouvre nos consciences. Il serait temps. Voilà, je vais humblement tenter d'expliquer un peu plus complètement. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que la Terre est en train de passer de la 3e à la 5e dimension. C'est pour ça qu'on a toutes les catastrophes, tout ce qui se passe maintenant. Toutes les nouvelles technologies qui sont en train d'être découvertes, soi-disant découvertes, ont été aidées par les aliens. L'homme, il faut minimiser le rôle de l'homme dans tout ce qui se passe. Tous les 20 000 ans, la Terre change, donc c'est pas la première fois qu'elle change de cycle et compagnie, et donc, mais c'est la première fois qu'elle va aussi loin dans sa métamorphose. Et ça se sent et ça commence à se voir très très fort. On voit vraiment le monde se scinder en deux, entre ceux qui arrivent à supporter la montée vibratoire, ceux qui n'y arrivent pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on a de l'aide, et beaucoup d'aide technologique. Toutes nos nouvelles technologies sont aliens. Il ne faut pas croire non plus que c'est l'homme... non, on est vraiment aidé. Et on est vraiment aidé parce qu'il y a un besoin. Et il ne faut pas croire non plus que la Terre serait la seule impliquée. La Terre fait partie d'un tout. Donc si la Terre sombre, il n'y a pas que la Terre qui va sombrer, il y a tout un système solaire qui est derrière, toute une galaxie qui va être impliquée, c'est pour ça qu'on est aidé. Et nos gouvernements, on commence quand même à divulguer. Maintenant, nos gouvernements, on commence à dénoncer énormément de choses, à tout niveau. Ça se passe au niveau de la conscience par rapport à ce que l'humain devrait faire et ne fait pas. Donc on change vraiment. Le monde change comme il n'a jamais changé. Mais on est obligé. Et donc il y aura vraiment... malheureusement, il va y avoir beaucoup de morts, parce que tous ceux qui ne vont pas pouvoir suivre et sauter dans le train qui s'est mis en route, ils vont rester sur le quai de gare, mais ça va vraiment être... Donc il faut s'attendre à vraiment beaucoup de changements. Il faut arrêter aussi de vouloir absolument combattre le réchauffement climatique et toutes ces choses. La nature n'a pas besoin de nous, elle fera ce qu'elle veut, quand la nature veut, elle fait. L'homme doit absolument apprendre à survivre, à s'adapter. Et ça se passera surtout au niveau de la conscience. Il faut absolument que tous nous apprenions à pouvoir monter vibratoirement et à pouvoir supporter autrement l'énergie, de façon à ce que nous soyons entraînés dans ce courant, et plutôt que de contrer, de se battre, d'aller dans ce courant pour monter. Et la conscience fera le reste. Une fois que notre conscience arrivera à monter, les choses se planifieront.
Les gens qui seront dans la conscience seront au bon endroit au bon moment. Il faut pas avoir peur en fait. Le problème c'est que nos dirigeants, qui sont en grande partie des Illuminati, n'ont pas intérêt du tout à nous voir ascensionner, à nous voir monter. Et pour eux, c'est la perte de leur pouvoir, de tous leurs avantages, de tous leurs privilèges, de tout ce qui se passe. La montée vibratoire chez l'homme, l'homme est un être multidimensionnel. Nous avons un potentiel rare que beaucoup d'aliens n'ont pas. Nous sommes vraiment des êtres exceptionnels. Ça, il faut le savoir. Mais la plupart de nous n'en avons aucunement conscience. Et nous sommes surtout emprisonnés, assujettis, placés dans une matrice artificielle, des hologrammes déformés qui nous ont mis sous esclavage. Et en fait, c'est une guerre énergétique. Et l'homme est esclave et il est utilisé par toutes ces Illuminati pour nourrir, vraiment, on les nourrit, parce qu'eux sont incapables de s'alimenter énergétiquement. L'être humain, nous, le sommes. Mais pas les aliens qui habitent parmi nous, qui sont parmi nous, il ne faut pas rêver, ils sont là. Et ils ne sont pas forcément des petits bonhommes verts, mais ils sont là. C'est les reptiliens, ils sont vraiment là, quoi. Quand on arrive à les reconnaître, mais bon, ils vivent de nous, parce qu'ils peuvent monter jusqu'à la 11e dimension, et nous, l'être humain peut monter naturellement jusqu'à la 12e, certains êtres ascensionnés jusqu'à la 48e, jusqu'à Sirius B et compagnie. Donc on fait vraiment partie d'un système, et on est protégé, on est aidé. Donc il ne faut pas avoir peur, mais la plupart des gens ont peur. Et tout ça est nourri par les Illuminati, je veux dire, les personnes qui gouvernent le monde et qui ont toutes les fortunes, ils ont trop à perdre. C'est pour ça qu'on ne dit pas à la plupart des humains. Et donc maintenant, il faut qu'on commence à s'unir. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut écouter la vérité, même si elle est parfois hallucinante et si elle nous fait passer pour des demeurés, des illuminés, enfin tout ce qu'on veut. Mais la réalité, elle est là. Elle est vraiment là. Et quand tu parlais tout à l'heure de lumière et compagnie, en fait, tu dois savoir, un humain, donc on a tous ces corps, et on a 7 corps vraiment forts chez tout le monde. Et quand on est décédé, on est dans... c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut attendre 3-4 jours, une semaine avant que... Quand le corps humain meurt, tous les autres corps suivent au fur et à mesure. Et chez certaines personnes qui ont décidé de faire encore un petit transit ici, ils restent ici. Mais donc ils sont dans leur 7e corps de lumière. Et quand tu vois un humain décédé dans son corps de lumière, ça ressemble à une boule. Parce que en fait, quand tu as ton aura, c'est une boule. Et donc quand tu n'es plus que ce corps de lumière, tu donnes l'impression d'être une boule. Tu n'es plus dans la matière, donc tu es... Oui, c'est ça. C'est ce que tu as vu. C'est ça. Voilà, je vous laisse. Merci. Allô. Voilà. Je passe la parole, on va pas tarder. Oui, pour prolonger, enfin je ne vais pas prolonger. Pour aller dans le sens d'Annick, il faut aussi dire, et ça existe, il y a des entités néfastes. Et les entités peuvent prendre la forme de petits gris avec une grosse tête, qui nous sont néfastes, des entités. Je l'ai vu dans une vision. J'en ai eu la vision. Voilà. Enfin voilà, je vous remercie de la bonne écoute et de votre patience surtout. Et voilà, j'espère une prochaine fois, lors d'un prochain débat, on va en parler.